C'est bon, c'est parti. Alors, moi, sur le développement du club, j'ai mis cinq grandes parties. La première, c'est connaître son territoire. La deuxième, c'est les dirigeants. La troisième, c'est la politique du club. La quatrième, pour moi, c'est les entraîneurs. Et la cinquième, c'est les investissements. Donc, bon, on verra si je réponds à chaque fois un petit peu à vos interrogations. Et après, s'il y a des questions plus spécifiques à votre club, je pense à Viviane, on peut voir. Mais voilà. Bien sûr, ça, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Donc, il y a des choses à adapter en fonction de là où vous êtes et puis de tous les secteurs, je pense qu'on va voir. Donc, pour moi, connaître son territoire, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, c'est une des difficultés qu'on a à Terville, Florange, c'est que, par exemple, on n'est pas du tout euh, porté sur les études supérieures. Donc pour moi, il y a déjà c'est grande ville ou petite ville. Si on est une petite ville, c'est toujours plus dur de se développer. Exemple, nous, on fait beaucoup d'interventions scolaires, 26 classes l'année dernière, mais il y a une ville, elle n'a pas de collège. Donc potentiellement, il y a des gamins qu'on perd. Si on n'arrive pas à les choper là, sur les années d'intervention scolaire, donc nous, on commence au CE2. Une fois que tu les as pas chopés en CM2, c'est vraiment compliqué. Donc ça, pour le développement du club, c'est des choses qui sont super importantes. Ça va, voilà, nous, par exemple, on a ciblé plus certaines écoles proches du gymnase en se disant, bah, les écoles, c'est sectorisé. Donc les gamins, ils habitent près du gymnase. Donc déjà, on va s'enlever un facteur. Est-ce que mes parents ils peuvent m'emmener? Est-ce qu'il y a un bus? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? On essaye de rester proche de nos gymnases. Après, c'est ce que j'ai dit, ville étudiante proche. Nous, Tarif-Florange, en gros, c'est 17 000 habitants sur les deux communes. Thionville, il n'y a pas de pôle universitaire. On a un IUT, mais c'est tout. Après, il faut aller à Metz. Et très souvent, les gens qui vont à Metz, ils préfèrent aller à Nancy. Bonjour Priscilla. Bonjour. Tu m'entends? C'est bon? C'est bon, ouais. Je viens juste de commencer. J'ai parlé juste des villes, grandes ou petites, et certains choix qu'on doit faire par rapport à ça, par exemple sur les interventions scolaires. Ok. Donc, je reviens sur les étudiants. Ben nous, on sait à Terre-Florange qu'on a une grosse perte après la terminale. On sait que les gamines, elles vont aller étudier à Paris ou ailleurs, et des fois, c'est ça. On sait qu'on a une perte. Voilà. Après, connaître son territoire, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais c'est la politique. Est-ce qu'on est sur des villes qui ont une politique sportive ou non? Est-ce qu'on est sur un département qui a une politique sportive? Et est-ce qu'on est sur une région aussi qui veut faire développer son sport? Donc, bonjour Mohamed. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Ça, comme je disais, on ne maîtrise pas, mais je pense que nos dirigeants, ils doivent rester proches de la politique. Alors, pour moi, le club ne doit pas s'investir en politique. Et les dirigeants de club, c'est compliqué s'ils sont sur des listes, par exemple. Mais on doit travailler avec les hommes politiques. La dernière chose au niveau de connaître son territoire, pour moi, c'est est-ce qu'on a un territoire où il y a des entreprises? Parce que là, les sponsors, par exemple, bah, en fonction de nos villes, il y a plus ou moins d'entreprises. Il y a des zones pour les entreprises qui sont plus favorables en termes d'impôts et autres. Donc, donc c'est quelque chose qui est important pour le développement. Bien sûr, moi, j'ai connu un petit peu toutes les phases des clubs, parce que je viens de Bondy dans le 93. Après, j'ai été à La Courneuve, où ça a été compliqué, parce qu'en gros, la politique de la ville, c'était il y a du football américain.
qu'on aide. On ne va pas aider un autre sport à se développer. Donc, ils n'ont pas mis d'argent pour pérenniser mon emploi. Et je suis arrivé à Tervues-Florange. Là, c'était un club pro. Mais dans ce club pro, j'ai commencé d'abord sur l'amateur. Et maintenant, je suis entraîneur de l'équipe pro. Donc voilà, sur connaître son territoire, pour moi, c'était vraiment les choses les plus importantes. Donc, analyser sa ville, avantages, défauts. Et, tout ce qui est étudiant, ça, c'est pour pérenniser la formation. La politique, pour savoir si on va être aidé ou non. Et le marché des entreprises, savoir si on a une ville où on va pouvoir compter sur les entreprises. Je passe à mon grand 2. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc il y a un grand 1, c'était connaître son territoire. Le grand 2, c'est les dirigeants. Le 3, c'est la politique du club. 4, c'est les entraîneurs. Et 5, c'est les investissements. Donc le grand 2, les dirigeants. Pour moi, c'est une des étapes les plus importantes du développement du club. Moi, je milite pour que les dirigeants de club aient des formations. Parce que, alors je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, entraîneur, je n'ai pas un passé de grand volleyeur. Donc, moi, je me tape toutes les formations. Et je trouve que là, sur les dernières formations, alors c'est entraîneur pro, ok, mais par exemple, je me suis tapé la législation et je pense que les contrats et tout ça, c'est plus les dirigeants qui doivent savoir ça parce que c'est eux qui sont responsables. Il ne faut pas oublier que même si on est salarié, si on a un problème, les 3 quarts du temps, ça va être le président qui va prendre. Donc voilà, les dirigeants, pour moi, ils doivent être formés et ils doivent assumer tout ça. Après, pour le développement, les dirigeants, je pense qu'il faut avoir un leader dans les dirigeants et que lui construise son équipe. J'avais fait une formation, il y avait un entraîneur, on était en travail de groupe, il y avait un entraîneur et il nous a arrêtés. Il a dit, je vous explique, le volley, c'est une dictature, c'est pas une démocratie. Donc, il faut qu'il y en ait un qui prenne le leadership. Et après, même si on va aider et qu'on va essayer d'argumenter un petit peu, il nous faut un leader et qu'on suive. Donc, moi, je crois un petit peu à ça. Donc, les dirigeants, c'est plus simple s'il y a un dirigeant qui est plutôt leader. Et après, bien sûr, il faut alimenter ça si lui, il n'a pas une vision claire, mais il faut pouvoir s'appuyer sur des gens. On ne peut pas diriger tout seul. C'est vraiment compliqué et après, il y a énormément de boulot plus on monte, donc c'est impossible. Dans les dirigeants, pour moi, il faut faire très attention aux parents de joueurs. Pourquoi? C'est simple. Est-ce que la personne va s'investir quand son fils il va partir? Pour des raisons d'études, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va dire ça, c'est les raisons les plus faciles. Le gamin fait des études et sur le territoire, ça ne correspond pas à ce qu'il veut faire. Bon, on se quitte bons amis, il n'y a pas de souci. Mais je vous passe tous les problèmes de joueurs qui jouent pas, qui n'aiment pas l'entraîneur, qui ont un problème et la répercussion après sur tout le développement du club, le travail. Quand on perd un bénévole, il faut essayer d'en retrouver un et on sait que c'est énorme le travail qu'ils font, donc c'est vraiment compliqué. Et les dirigeants, pour moi, c'est des super bénévoles. Donc voilà. Après, le travail en commission, pour moi, c'est vraiment important. Très franchement, on ne le fait pas au TFOC. Parce qu'on n'a pas trouvé encore cette bonne formule et parce que nous, on a beaucoup de bénévoles qui sont des parents de joueurs et on a le problème des études supérieures. Moi, j'aimerais arriver à des commissions, clairement plus une commission sur l'amateur, sur la vie du club. Je pense que ça, c'est très bien. Et ça, si c'est nourri par des parents de joueurs, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, sur tout ce qui est haut niveau, forcément, tout ce qui est parents de joueurs, si eux, ils ont des ambitions pour le gamin, mais que le gamin ou la gamine ne va jamais performer, ça va être compliqué. Et après, on peut avoir un boulet au pied en ayant un dirigeant qui va vouloir pousser son enfant, alors qu'on sait très bien qu'il ne va peut-être pas performer. Donc, sur la partie amateur, vie du club, et peut-être sponsor, je pense que là, c'est des gens qui sont très bien.
Après, sur le haut niveau, je pense qu'il faut refermer. Et sur les choix sportifs, par exemple, il faut refermer à des gens qui n'ont pas d'intérêt euh, dans le club. Voilà. Et après, là, c'est aussi pour le haut niveau, mais c'est former les dirigeants à devenir des chefs d'entreprise. Nous, le président, il fait, si je ne me trompe pas, 17 fiches de paye. Donc, nous, on a des joueuses pro, donc forcément, c'est autre chose. Mais je pense à Vivien, parce que je le connais. Ben voilà, il a un dirigeant qui doit quand même faire une fiche de paye minimum. C'est ça. Donc on est chef d'entreprise. Alors attention, il y a pas les mêmes contraintes, mais il y a quand même toute cette partie. On a des gens, des salariés, on travaille avec de l'humain, et ça, il faut faire attention. Et je pense que ça, il faut être un petit peu formé, et il faut faire attention. Quand on perd un entraîneur, on peut perdre tout le développement du club. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super important d'avoir cette vision de chef d'entreprise. Est-ce que sur les 2 premiers thèmes, vous avez des questions ou est-ce que je continue? Non, pas de questions. Par contre, Romain, quand tu parles de dirigeant, tu parles bien d'encadrement d'équipe ou parce que dans le dirigeant, on a aussi le président. Non, là, pour le moment, quand je parle dirigeant, pour moi, je parle bureau du club et tout ça. Après, dans mon petit cadre, ça sera les entraîneurs. C'est bon, Sébastien? Allô, allô? Ouais, il y a eu un petit souci, on t'a pas entendu du coup. Pardon. Je disais, les dirigeants, pour moi, c'est vraiment le bureau du club et le bureau exécutif et tout ce qui est présidence, secrétaire et tout ça. D'accord, ok. Voilà. Dans mon cadre, ça sera les entraîneurs. D'accord. Non, parce que tout à l'heure, tu disais il faut un leader. Est-ce que tu ne penses pas déjà que ça passe par le président, du coup, si tu parles de dirigeant? Ah bah pour moi, le leader d'un club, c'est le président. Hein. Ouais, d'accord, ok. Même si, une fois que tu as des salariés, pour moi, les salariés doivent être force de proposition. Ok, ouais. Donc voilà. Je passe à… Vas-y. Après, Romain, moi, je te rejoins sur ce que tu as dit. Hein. C'est que j'avais une joueuse cette année en N3. Son père, c'est président du club. Elle part et le président, il part aussi. Ça, alors, le gros problème du volley, pour moi, il est simple. C'est qu'on est un sport de consommation et alors c'est enregistré, mais c'est pas grave. On est un sport de crevard. Pourquoi on est un sport de crevard? Parce que dès qu'on veut aller voir un match pro, on essaye tout le temps de demander à droite ou à gauche pour avoir une place. Équipe de France, on voit que c'est difficile de remplir des stades. On a fait l'Euro. On a vu qu'il y a des tours, il y a des matchs, c'était une cata. Quoi. Il y avait 200 spectateurs parce qu'il y avait 3 classes et ça ramenait 100 gamins. Quoi. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Le mec qui s'est investi pour sa fille, elle part, il part. Moi, j'ai la chance que mon président, il a créé le club. Là, c'est vraiment un leader. Alors, son défaut, c'est de ne pas avoir un carnet d'adresses suffisant sur les entreprises. Mais sur toute la vision politique et choix de club, il est très, très fort. Pas politique de ville, hein, politique sportive, on va dire. Donc, voilà. C'est beau, tu m'as fait la transition avec la politique du club. C'est parfait. Donc, mon grand 3, c'est la politique du club. La politique du club, pour moi, il faut savoir situer son club et savoir où on veut l'amener. Pour moi, il y a 3 types de clubs. Forcément, il y a des passerelles entre les clubs, entre les 3 types, mais on est soit un club pro, soit un club formateur, soit un club loisir. Attention, on peut être un club loisir en N3, on peut être un club formateur en N3, et quand on est un club pro, on est forcément un petit peu formateur et un petit peu loisir. Donc là, il y a 3 grands choix pour moi, mais il y a forcément des passerelles. Et c'est ce que j'ai dit avant, il faut savoir où on est, est-ce qu'on veut y rester, parce que ça nous convient. Dans ce cas-là, il faut amener tout ça et savoir où on veut aller. Donc, un club formateur, il peut très bien se dire,
moi, je vais former des gamins. On va arriver en N3, N2, tête élite avec notre formation. Et après, on va passer club pro. Et voilà. Un club loisir peut très bien devenir un club formateur. Et après, par la suite, un club pro. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est des choix qui sont vraiment très importants. Alors, ça ne va pas faire plaisir encore, mais c'est pas grave. Pour moi, il y a un cancer dans le volleyball, c'est ceux qui payent des joueuses sans projet. Alors, je ne vais pas citer des clubs pour ne pas me fâcher, mais on connaît tous, je pense, des clubs en N2, en N3 qui payent des joueurs En planète. pour juste rester en N2 ou en N3. Moi, mon combat, c'est de dire que, alors je suis plutôt sur le volley féminin, mais en filles, je pense que si on paye à un entraîneur, sur 5 ans, on peut avoir une génération qui arrive en N3. Voilà. Après, je respecte tous les choix, mais pour moi, on ne développe pas le volley en prenant des mercenaires. Et on voit des clubs qui tombent à cause de ça, hein, parce que leur politique, elle est viable tant qu'ils montent, parce que quand ils montent, ils ont plus de subventions, plus de sponsors. Et l'année où ça ne monte pas, et ça peut poser problème. Les joueurs, et ils ont raison, les joueurs, ce n'est pas les joueurs, hein, que les mercenaires, ils ont raison, ils profitent d'un système. Moi, c'est vraiment les dirigeants. Les joueurs, s'il y a quelqu'un qui leur propose 5 € de plus, ils vont y aller. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Il nous faut plus de politique de formation d'entraîneurs et que nos entraîneurs forment des gamins, des gamines. Et pour arriver à jouer en national, je pense que même en garçon, sur de la formation de club, on peut réussir à arriver en N3 largement avec 2-3 anciens, avec une équipe de jeunes, 1 ou 2 mecs à potentiel. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de payer. Attention, tous les clubs qui ont un projet de monter en élite, de monter en pro et qui payent des joueuses, ça me dérange beaucoup moins. S'il y a un travail sur la base d'abord et de ne pas oublier cette partie club qui est super important pour moi. Et forcément, votre politique de club, pour moi, elle doit répondre à tout ce qu'on a vu avant. Donc, nous, c'est un peu notre problème à Terre-de-Florange. On est en pro, en filles, et on est sur 2 petites villes. On a des infrastructures sur l'équipe pro qui sont un peu compliquées des fois. On n'a pas le gymnase comme on veut. On partage le gymnase avec d'autres assos. Donc, nous, on a atteint une certaine limite. Par chance, on a un nouveau gymnase qui est arrivé. Donc, j'espère qu'on va réussir à passer un cap grâce à ça. Mon grand cap, j'ai mis les entraîneurs. Donc, Sébastien, là, tu me diras s'il y a des trucs qui manquent. Et je pourrais peut-être répondre. Pour moi, les entraîneurs, c'est la vitrine du club. Ils portent les valeurs du club et c'est l'image que les gens vont en garder. Quand on coach son équipe, on ne coache pas seulement son équipe et quand on ne l'entraîne pas seulement. On va passer des valeurs, on va être vu par les parents de nos gamins, mais quand on fait un match, forcément par les parents et les spectateurs des autres clubs. Voilà, on connaît tous des entraîneurs qui sont peut-être très bons, je ne reviens pas sur ça, mais qui sont pas agréables. Et après, l'image que le club véhicule, c'est qu'il n'est pas agréable. Que ça soit agréable humainement ou que ça soit agréable sur le terrain de volley et sur les valeurs qu'il va faire passer. Moi, alors je ne sais pas si c'est bon ou non. Une fois de plus, c'est ma vérité. Jusqu'en M15, pour moi, on fait de la formation et qu'on gagne ou qu'on perde tous les week-ends, je m'en fichais. Alors, c'est dur à faire comprendre, surtout aux parents, mais pour moi, on faisait ça. Après M15, voilà, on peut rentrer un peu plus dans la compète, mais le mal du volley, c'est le nombre de licenciés. Et je pense que si on pourrit trop vite les gamins, c'est compliqué d'avoir beaucoup de licenciés.
une fois de plus, c'est la réalité par rapport à ma ville, qui est une petite ville, où si on ne chope pas les gamins en CM2, c'est fini, on ne les touche plus. Donc voilà. Les entraîneurs, il faut les former et c'est super important que les dirigeants investissent sur les entraîneurs. Pour moi, l'idéal, c'est de choper quelqu'un qui est du club ou de la région ou du département. Je suis le mauvais exemple dans mon club parce que moi, je viens du 93 et là, je suis arrivé à Théraville-Florange. Mais j'ai vraiment pris les valeurs de ce club. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis et je m'y sens très bien. Et je pense que maintenant, je suis un élément moteur. Ça, c'est toujours un problème quand on a des entraîneurs salariés, c'est savoir un petit peu leur motivation, savoir pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont en faire. Si le mec il est là juste pour travailler 1 an, 2 ans et avoir un meilleur projet après, c'est pas forcément un bon choix. Il faut peut-être mieux viser sur un entraîneur qui a peut-être pas les compétences quand on le recrute, mais le former. Et voilà. Alors forcément, ça coûte de l'argent de former, mais il faut former ses entraîneurs et il faut que les entraîneurs ils soient curieux et qu'ils s'investissent. On en revient à l'entraîneur, pour moi, il doit être source de propositions. Les dirigeants, ils ont une certaine vision du club. Les entraîneurs, ils ont la vision du terrain. Et tout ce travail de développement de club, il doit se faire pour moi avec les entraîneurs et les dirigeants. Il y a souvent mes dirigeants ils me disent oh, on peut faire un événement et je dis ben non par exemple nous on fait souvent un barbecue en fin d'année eux ils me disent ouais ben on fait cette date là et hop moi je leur dis ben non là c'était pas possible parce qu'il y a le ramadan, il faut qu'on voit la fin du ramadan ou sinon forcément on va enlever une partie de nos licenciés. Et ça, les dirigeants, des fois, ils ne savent pas exactement la population qu'on a. C'est un exemple bête, mais c'est un exemple qui est significatif. Il y a des dirigeants qui ne sont pas là à regarder les matchs, qui ne connaissent pas l'amateur. Et donc là, c'est une partie chez nous qui est conviviale, qui finit l'année. Et c'est important que là, l'entraîneur soit propose quelque chose ou soit corrige les propositions des dirigeants. Sébastien, est-ce que j'ai répondu ou est-ce que tu veux des précisions sur certains trucs? Non, tu as répondu à ma question. Après, nous, on a un tout petit club, hein, donc on est en plein développement, on démarre en fait, plus sur de la formation de jeunes, etc. La complexité pour nous, c'est effectivement de trouver des entraîneurs. C'est souvent le papa qui accompagne ses enfants, qui va les suivre sur les catégories M11, M13, M15. Qui n'a pas forcément envie de se former parce que prendre une semaine de congé sans solde ou congé pour aller se former, c'est pas forcément évident à chaque fois. Donc, il faut réussir à trouver le bon dosage entre ces parents-là, ceux que tu vas réussir à former, pour après évincer ces premiers entraîneurs qui ne vont pas forcément super bien le prendre à chaque fois. C'est très compliqué de réussir justement. Je pense que c'est peut-être le plus dur dans la structuration du club, c'est de réussir à trouver les bons entraîneurs et à les former en fait. Et encore, je pense que tu as oublié quelque chose, c'est toute la gestion du papa entraîneur ou de la maman entraîneur. Ouais. Parce que je passe, mais je vois déjà les commentaires il n'a pas sorti sa fille, il n'a pas sorti son fils, voilà. Mais moi, je pense que déjà, ça pose un problème au niveau de la Fédé. Les formations, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis salarié de mon club. Donc, quand je vais en formation, c'est sur mon temps de travail. C'est un autre confort que ceux qui posent des jours pour aller se former. La solution qu'a trouvée la Ligue Lorraine à l'époque, c'est qu'il y a des formations d'entraîneurs sur des soirées. Alors, on arrive aussi sur le fait de dire on va former après le temps de travail de la personne. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de bonne formule. Mais en tout cas, pour répondre à ce que tu as dit sur les premiers diplômes, eux, ils avaient proposé de former le lundi soir, je crois,
et le dimanche aussi, sur certains dimanches. Ça permettait aux gens de ne pas poser de jour, bon, sauf s'ils travaillent le dimanche, mais de ne pas poser de jour de congé. Voilà. Après, si tu as un entraîneur qui est diplômé, qui est salarié, rien ne lui empêche de faire les formations qui ne seront pas diplômantes, mais des formations en interne. Oui, tout à fait. C'est vers ça qu'on va aussi. De toute façon, c'est obligatoire. Ouais. Ne serait-ce que sur une première approche, parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on a aussi des parents qui n'ont pas forcément de volleyball derrière eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent un peu sur le tard parce que leurs enfants ont démarré, ils veulent s'investir. Et on ne peut pas leur enlever ça, mais du coup, il y a quand même un fossé, sur tout ce qui est fondamentaux, etc. Donc, c'est encore plus compliqué, je trouve. Sur tout ça, nous, même si on est un club pro, cette année, alors on a 3 salariés, même si moi je suis plutôt réservé pour la pro, mais jusqu'à l'année dernière où on était en 2e division, moi j'avais la section sportive par exemple. Donc là, cette année, on est passé en Liga F, j'avais plus le temps pour tout ce qu'a expliqué Cyril hier, mais moi je pense que par rapport à ça, on peut le faire en interne, savoir quel parent peut s'investir, à quelle intensité il peut s'investir et le former. Je pense qu'il faut surtout l'accompagner et réussir à l'accrocher par rapport à ça. Et le plus vite possible, essayer de le mettre sur d'autres équipes que son fils en fait, pour voir si il peut être adjoint de l'équipe de son fils, comme ça tu as un accompagnateur et tu règles des problèmes, mais par exemple qu'il prenne un entraînement sur l'équipe en dessous, quoi. Ouais, clairement. Après, une fois de plus, on en revient à connaître son territoire et savoir les personnes qu'il y a dans son club et sur son territoire. Après, moi, je sais que pour les jeunes, les M11, M13, quand l'entraîneur n'était pas dispo, j'essaie de mobiliser les joueurs ou les joueuses des équipes premières pour que ça permette aussi la relation entre les différentes équipes du club et essayer de développer une espèce de synergie positive. De toute façon, pour moi, les joueurs de l'équipe 1, et ça, peu importe le niveau de l'équipe 1, il faut les responsabiliser sur le fait de dire que c'est la vitrine du club et qu'il faut qu'ils s'investissent. Alors, on sait tous comment c'est. Ils vont nous dire ouais, j'ai ma vie de famille, mais il faut réussir à arrêter cette consommation qu'on a des assos. Je pense que tout le monde le vit. Être dans un club, c'est pas seulement payer sa cotise et consommer, pour moi. Être dans un club, c'est tout l'aspect humain qu'on a et tout le partage qu'on va avoir. C'est forcément un petit peu utopique, mais demander à un ou deux seniors de venir sur un samedi d'école de volley, par exemple, ou sur une fête du club. Nous, on essaie de faire à chaque vacances un tournoi. Et les joueuses de la N2, la pro, c'est encore différent, mais les joueuses de la N2, on essaye de les investir sur ces tournois-là. Alors, on a par exemple un tournoi famille. C'est bien parce qu'ils peuvent venir avec leur famille ou leurs amis. On essaye d'élargir un petit peu. Mais au moins, ils sont là. Donc, c'est intéressant. Sur les joueuses pro, nous, c'est simple, on a essayé de copier un petit peu ce que fait la Ragoland. Alors, pas la même dimension, mais en tout cas, les joueuses pro, nous, on s'est dit, c'est simple, les gamines qui font le ramasseur de balles, il faut qu'elles voient les pros et qu'elles aient contact. Donc, tous les mercredis matins, à l'école de volley, il y a 2 joueuses pro qui viennent aider les entraîneurs. C'est des petites solutions. Moi, j'aimerais qu'elles soient, par exemple, marraine d'une équipe, mais je sais que ça va dépendre de comment elle voit le club aussi. Et là, c'est pire parce qu'on est sur des salariés et elle, il y a des fois où elle consomme clairement le club en disant qu'elles ne vont pas s'investir plus que ça. Donc, il faut réussir à les faire aller et même les parents, les faire aller dans le sens où on veut, mais on gère de l'humain, c'est vraiment compliqué.
Mon petit 5, et puis après on pourra débattre un peu de tous vos cas. Mon petit 5, c'est l'investissement. On va revenir à ce que vous avez dit. Pour moi, il y a deux types d'investissement. Il y a l'investissement humain de nos joueurs, de nos bénévoles, de nos parents. Et il y avait l'investissement financier. C'est tout ce qui est matos, soirée et vie de la sauce pour moi. L'investissement humain, c'est ce qui nous coûte le moins cher, sauf quand on a les salariés, mais c'est ce qui nous coûte le moins cher parce que dans tous les clubs, il faut réussir à connaître les parents et savoir ce qu'ils peuvent vous apporter. Ils peuvent vous apporter dans tous les domaines. Soit ils peuvent vous tenir une buvette, transporter une équipe. Ils peuvent vous construire des choses, des cibles à ballon, des cibles de passe. On a peut-être une fois un papa qui est bricoleur, qui peut nous faire une cible pour les passes, et ça va coûter zéro au club, ou ça va peut-être coûter le matos au club. Le papa, il va le faire, il va être content d'avoir fait ça, et ça va être un plus pour le club. Nous, on essaye que les mamans ou les papas qui viennent voir le match de leur gamin tiennent une petite buvette. Alors, en fonction des parents, des fois, il y a juste un petit café d'accueil pour les autres parents. Et des fois, il y en a qui s'investissent vraiment, qui font gâteaux, machin, qui vendent. Et après, tout cet argent-là, il va dans un pot commun. Et voilà, on essaye de profiter de toute cette manne humaine parce que tout le monde peut nous aider. On a des logements, nous, des joueuses pro, on a récupéré des salons ou des chambres de parents qui changeaient leur salon. Et voilà, ils ont pensé à nous et c'est vraiment important. Je reviens aussi sur tout ce qui est aider les entraîneurs, déplacer une équipe. On n'a pas tous des minibus. Vivien sur Paris, je pense qu'il y a des fois en jeunes où les parents ne s'investissent pas forcément. Si on a un parent qui arrive et qui peut aider, c'est très bien. Si on a une joueuse de l'équipe première ou autre qui peut aider, c'est aussi super. Donc voilà, essayez que nos joueurs deviennent des bénévoles du club et après, pourquoi pas, deviennent des dirigeants. Ça, c'est vraiment l'idéal. L'investissement financier, on est dans l'image, mais c'est important. Il faut que les clubs véhiculent une bonne image et il faut que sur tout ça, les licenciés du club puissent voir quelque chose. Donc, je ne suis pas pour avoir des beaux maillots tous les ans et dépenser énormément d'argent dans le matos, mais c'est bien quand on peut avoir un jeu de maillot qui fasse une équipe, le transmettre, je trouve ça sympa. Et voilà, c'est de l'argent. Le matériel, pour moi, il n'y a rien de plus important qu'avoir un beau filet, des belles mires, que ça soit bien tendu, que ça soit bien droit. C'est pas grand-chose, mais ça montre une petite importance. Les ballons maintenant, nous, on a fait la Coupe de France l'année dernière avec les ballons All Six de Decathlon. Franchement, à 30 € sans négocier, je trouve que ça suffit largement. Et bon, il y a un club qui a essayé, mais ça n'a pas marché, c'était Sens. Ils voulaient les prendre pour l'élite féminine. Bon, ils ont arrêté, mais moi, je pense qu'il y a du matos pour pas trop cher et c'est important. Sur les écoles de volley, pour moi, le matos, c'est déjà 50% de la réussite. Si le gamin, il arrive, il voit plein de matos, il va adorer. Si les parents ils voient du matos pareil, ils vont rester. Et donc ça, c'est vraiment important. Les soirées et la vie du club, c'est aussi important. Faire vivre son club. Donc les soirées, nous on essaie de faire une soirée, mais ça dépend tellement du calendrier, c'est compliqué. C'est une soirée où on réunit les équipes seniors et les bénévoles et les dirigeants. Comme ça, on fait une soirée, un repas. Chaque équipe ramène quelque chose, donc ça coûte pas grand-chose au club. Le club, lui, il prend souvent la boisson.
et on partage. On partage un moment, on présente les équipes. On a déjà fait karaoké, on a déjà fait des petits jeux. Mais comme ça, on peut revenir sur ce qu'on disait avant, sur l'investissement humain. Les gens, ils vont vouloir s'investir s'ils connaissent les gens qu'il y a dans leur club. Donc, soirée, tournoi, c'est vraiment des choses qui sont super importantes pour moi pour donner une bonne image de son club. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le développement du club. Si vous voyez d'autres choses, je peux répondre. Ou si vous avez des petites questions. Ouais, c'est la partie sponsoring. Vous fonctionnez comment au TFAC? Alors, c'est le plus dur. C'est le plus dur, les sponsors. Nous, on a un chargé de com qui est aussi manager du club. Donc, lui, il est en charge de démarcher. Après, on essaie de faire des petits événements. Donc, sur les matchs pro, on a essayé de mettre en valeur des sponsors avec un petit coup d'envoi. Ça, c'est compliqué. Et après, ce qui marche le mieux pour moi, c'est les tournois entreprises. Pour moi, une entreprise, et là, il faut en revenir à vos parents, mais si vous proposez un tournoi entreprise, on va dire avec allez, 300 € l'inscription pour équipe. Ça va vous paraître une fortune, 300 €. Mais si on fait un truc avec la nourriture, la boisson, vous allez pouvoir faire une belle marge. Si c'est un papa qui arrive à négocier ça avec son entreprise, l'autre qui va se dire 300 € pour faire plaisir à un salarié ou à plusieurs salariés, si lui, il arrive à venir avec des collègues, bon, au final, c'est pas grand-chose. Et l'entreprise, elle peut être, par exemple, sponsor. Le nom de l'entreprise, il va y avoir un petit post sur Facebook. Donc, c'est des petites choses qui marchent très bien et qui peuvent rapporter beaucoup au club. Après, le problème du sponsoring, c'est que le volet n'est pas assez vecteur de communication pour que le mec se dise je vais prendre une équipe, je vais mettre mon maillot et puis ça va me ramener du chiffre d'affaires, quoi. Donc on est toujours sur le fait de dire c'est un investissement à perte. Et même en pro, hein, c'est à perte. Nous, on a déjà contacté des constructeurs de maisons qui nous ont dit je vais vous donner de l'argent, mais je sais très bien qu'il n'y a personne qui va venir chez moi pour construire une baraque. Donc, des marchés, il n'y a que ça, des marchés. Et si vous avez une mairie qui le souhaite, des fois, les maires peuvent être très, très forts pour qu'une entreprise investisse un peu. En train de nous parler de dessous de table. Non, non, non. Mais pour l'image, c'est très fort. Nicolas, par exemple, Nicolas, il est très, très fort. Hein. Les poubelles, c'est marrant, mais là où il a les marchés des poubelles, il a les équipes pro. Hein. D'accord. Romain, Oui. ouais, tout à l'heure, tu as parlé de la formation. Ouais. Comment gérer une formation dans un club où tu sais qu'à un moment donné, les jeunes vont partir? C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un projet jusqu'à un certain niveau, quoi, parce que tu vas commencer et au bout d'un certain temps, tu n'es pas dans une ville universitaire et tu te retrouves à perdre tous tes gamines, quoi, ou tes gamins. Donc là, je ne sais pas comment gérer cette situation. Alors, nous, ta question, c'est très bien parce que c'est l'exemple de mon club. Nous, en gros, c'est ce que je disais au début, jusqu'en terminale, on n'a pas de soucis. Et en filles, en gros, en terminale, nous, on a des gamines en seconde, première qui arrivent déjà sur de la N2, de la N3. Donc, ces filles-là, quand elles partent étudier, en gros, jusqu'à Nancy, elles arrivent à être assez fidèles. Nancy, c'est 1 heure de route.
elles arrivent à être assez fidèles au club et elles arrivent à rester au club. Donc, on arrive à garder les gamines même sur le poste bac. D'accord. Alors, je te dis pas qu'on garde 100% des gamines, mais on garde des gamines sur le poste bac jusqu'à 1 heure de route. Ça amène des choses qui sont… ça amène certains trucs. Est-ce que, par exemple, la gamine, elle s'entraîne une seule fois par semaine quand elle rentre le vendredi? Ou est-ce que le club peut financer l'aller-retour? Ça amène d'autres questions et le club, il faut qu'il puisse y répondre et qu'il ait la volonté d'y répondre. Sur tout cet investissement-là, c'est compliqué, mais je te comprends. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut avoir une base de gamines issues du club, une base d'adultes, et que tu ne peux pas faire un projet en senior avec qu'une génération de jeunes. Pour moi, même s'il y a des filles qui auront peut-être moins de temps de jeu, il te faut une base d'adultes. L'idéal, c'est si tu as une ou deux mamans, pour moi, c'est vraiment le top. J'en vois une qui rigole là. Non, mais d'avoir deux personnes qui sont plutôt fiables. Donc, quand je dis fiable, c'est par exemple boulot, famille, voilà, leur vie, elle est faite. Oui, stable, quoi. Voilà, stable. Et sur ces personnes-là qui vont faire la base, réussir à avoir des joueuses peut-être d'un meilleur niveau qui vont amener un projet. Et voilà. Et après, si tu arrives à monter, tu vas peut-être attirer des gens qui sont stables d'autres clubs. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, il faut réussir à développer tes gamines. Et après, c'est triste à dire, mais c'est le jeu en fait. Tes gamines, elles vont aller aider un autre club. Mais peut-être qu'après leurs études, elles vont revenir dans le coin et elles vont revenir à nouveau dans ton club. Ouais. Ok. Et puis, je pourrais rebondir sur une autre question, s'il te plaît. Vas-y, pas de souci. Ouais, tu parlais de faire attention aussi au niveau… attends, on avait fait attention aux licenciés. Voilà, tu parlais des licenciés là, au départ. Ouais. Donc, il faut faire le maximum pour pouvoir garder ces licenciés. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une limite? Ah bah, pour moi, la limite, c'est simple, c'est la politique de ton club. Je dis, il faut garder nos licenciés, mais il faut pas que ça soit de la consommation. Si demain, tu as un licencié qui ne respecte pas les valeurs et la politique de ton club, il faut s'en séparer. Personne n'est irremplaçable. Ouais. Après, tu vas mettre plus ou moins de temps à le remplacer, mais tu vas trouver un autre fonctionnement, tu vas faire autrement. Ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être moins bien. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, dire oui à tout. Il faut pouvoir garder sa philosophie, ses valeurs au-dessus de tout. Et voilà. Après, moi, là, j'ai la chance d'être dans un club pro. Demain, si tu as, en gros, si tu as 7-8 personnes qui veulent être dans l'équipe 1 et qui te tiennent l'équipe et qui vivent leur truc dans ton club en autonomie, c'est compliqué, mais ça te fait avoir une équipe. Donc, il faut pouvoir voir les avantages et les défauts. Ok. Merci, Romain. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais pour moi, il y a l'institution, au moins, il ne faut pas dépasser cette institution-là. Il y a les limites, quoi. Il ne faut pas non plus abuser. C'est ça. Je peux prendre un exemple simple, hein, sans dire les noms, mais nous au club, pour l'année prochaine, on a refusé pour une jeune qui était au centre de formation. Elle nous a demandé un appartement alors que sa famille, elle vit ici. Donc nous, on a choisi de ne pas investir cet argent-là sur la gamine parce que pour nous, c'était une solution pour elle de fuir sa famille. Alors, on a jugé que le niveau ne valait pas l'investissement, mais on a jugé aussi que à son âge, qui a un jeune âge, c'est mieux de vivre chez ses parents, quoi. Ouais.
Alors, la gamine, on la perd, hein, je te dis tout de suite, mais on a choisi de se séparer d'elle et puis d'assumer. Et puis là, bon, on galère un petit peu pour avoir une recette 4 de ce niveau en N2, mais c'est des choix. Ok, merci. Voilà. J'ai une petite question. Oui. Moi, je suis sur 2 clubs. Enfin, je suis dans la formation jeune sur 2 clubs. Mais selon toi, est-ce qu'on peut, dans un club, progresser sur le secteur masculin et le secteur féminin en même temps? Très compliqué. Très compliqué pour moi. Les exemples, ils vont pas dans ce sens-là, surtout. Si tu prends Arles, ils ont séparé les 2 clubs. Donc, tu as un Arles garçon et tu as un Arles fille. Si tu prends le Plessis-Robinson, qui avait donc la Pro B garçon et une N2 fille, il y a un moment où, quand il a fallu un petit peu d'argent, les filles de la N2, elles ont été scratchées. Donc pour moi, jusqu'à un certain niveau, tu peux. Il y a plein d'exemples de clubs qui ont N3 filles, N2 garçons, ou l'inverse, ou N2 filles, N2 garçons. Au-dessus de la N2, franchement, ça commence à être compliqué. Nous, on a choisi, par exemple, au club, de la partie garçons. On a fait une UGS avec un autre club qui va plutôt gérer les garçons. Donc, on continue toute cette partie formation parce qu'on a des éducateurs qui viennent dans les écoles et c'est de l'argent qu'on met pour la formation et on ne veut pas que s'il y a des garçons qui arrivent, on ne veut pas les virer pour dire non, on est un club filles. Donc, on a fait le choix là. Mais à partir de M17, je crois, on a dit que nous, on ne fait pas et qu'on envoie sur l'autre club. Donc compliqué pour moi au-dessus de la N2 de pouvoir performer dans les 2 sexes en même temps. Après, s'il y a de l'argent, pourquoi pas essayer, hein. L'argent, c'est possible aussi, mais c'est au niveau du nombre d'habitants et de la population actuellement. Vaut mieux un club féminin et masculin. Même si on n'est que sur de la niveau prénat, voire N3, on peut faire un club N3 niveau prénat. Mais après, c'est le choix des présidents qui ont peur de perdre leurs joueurs, en fait. Pour moi, on en revient à la politique du club. C'est que souvent, on est sur des guerres de clochers. Et ça, nous, entraîneurs, on doit faire avec. Donc là, il faut savoir l'histoire de ton club, l'histoire comment dire, du territoire. Moi, je vais prendre encore mon exemple, mais mon président, il n'est pas aimé des autres présidents du coin parce qu'il a pris une étrangère à l'époque en prénat. Mais je parle de ça il y a 15 ans, même plus. Et c'était le premier à prendre une étrangère en prénat. Sauf que lui, il avait développé toute sa base d'abord. Donc, il avait énormément de gamines. Et la prénat, pour monter en N3, et ben, elle était faite à 90% de joueuses du club. Et il a pris l'étrangère pour monter. Et il est monté de prénat à pro avec une base de joueuses issues du coin ou issues du club, parce qu'il y en a quand même qui ont fini en pro et qui étaient issues du club. Mais il fallait bonifier cette base avec une joueuse étrangère et plus par la suite. Sur la N2 filles, on a plusieurs filles qui ont commencé en poussin au club et qui sont arrivées en N2. Donc, tu peux former quand même avec ta base. Nous, on est sur des petites villes, hein, comme j'ai dit. Il y en a Interville, c'est 6000 habitants, 7000 max. Et Florange, c'est 10-11 000. Donc, on est plutôt sur un bassin de population qui n'est pas énorme. Alors, souvent, ce qu'on répond, c'est qu'il n'y a pas de concurrence aussi. Avec le foot féminin qui est arrivé maintenant, la concurrence, on l'a. Mais je pense que avec ce qu'il y a maintenant, il faut fusionner des clubs. Et l'idéal pour moi, ça serait d'arriver à dire il y a un club phare
dans un secteur et que les autres clubs travaillent pour et soient contents d'avoir amené un joueur à peut-être évoluer en pro. Bon courage si tu arrives à faire comprendre ça à Thionville. On revient au garde-clocher pour moi. Alors, pour la position de mon président, c'est simple. Hein. Mon président, il dit que si nous, on fusionne avec Thionville, en gros, il n'y a plus de volley en Moselle. Et que là, au moins, il y a une concurrence et que cette concurrence, même si en jeune, elle est en faveur de Thionville, elle pousse à avoir deux équipes, une équipe au TFOC, une équipe à Thionville, et ça pousse à avoir du volley. Et qu'en gros, si on fusionne, eh ben, on va tuer ça, quoi. Après, pour revenir sur ce que tu disais, pour être sur un club qui est sur les secteurs féminin et masculin, parce qu'on a 2 N3, avec un club à côté qui a une N3 garçon aussi, plus ça va, plus je me demande s'il ne faut pas qu'on travaille ensemble en fait, et mettre le secteur féminin sur un club et le secteur masculin sur un autre. Sachant que les deux villes, elles se touchent. C'est comme. Mais toi, le problème. Ils sont à 10 minutes. Ouais, ben, toi, le problème, il est vraiment. Sur Paris, le problème, il est simple. Paris, hein. Tu fais 10 minutes de voiture, tu as un club en N3. Tu fais 20 minutes de voiture, tu as un club en N2. De Torcy à Charenton, je sais pas, alors quand il n'y a pas les bouchons, c'est 15 minutes, mais tu peux être en élite garçon. Et puis de Torcy, tu as le bon niveau, tu peux être au Paris Volley en 40 minutes de déplacement. Donc, pour moi, il faut réussir à se dire qu'est-ce qu'on veut faire du club. Est-ce que la N3, ça nous suffit? Et dans ce cas-là, il faut réussir à tout faire pour fidéliser ces joueurs et réussir à attirer les autres joueurs. Et pour ça, c'est l'image, c'est la vie du club, c'est l'investissement dans tes maillots, dans avoir une belle image. Après, pour le développement du club et du volley, c'est clair que pour moi, il faudrait dire il y a un pôle masculin ici, un pôle féminin ici, et que ça soit clair de dire on travaille ensemble, mais les garçons, ils vont rester à Torcy, et les filles, elles vont aller à Logne, par exemple. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais non, mais c'est un peu ça l'idée. Après, on revient toujours au même problème de guéguerre entre clubs. Hein. L'autre souci pour moi pour ça, c'est qu'il faut impliquer les villes, et ça va peut-être répondre aussi à Priscilla. Il faut impliquer les villes pour dire on veut bien fusionner, mais 1 plus 1, ça ne doit pas faire 2, ça doit faire 3. Parce que si on fusionne, c'est comme dans une entreprise. Si on fusionne 2 secteurs, il y en a un qui va manger l'autre, et en fait, il va rester qu'un seul secteur. Donc pour moi, s'il y a une fusion, il faut que ça soit clair et il faut qu'il y ait un avantage après. Nous, l'idéal de la fusion qui est dans un coin de notre tête, c'est de dire que Youth Thionville, par exemple, resterait les maîtres en jeunes parce qu'ils le font très très bien, que nous, on puisse bonifier leurs équipes avec nos jeunes qui sont aussi bonnes. Et par contre, sur le haut niveau, nous, on reste les maîtres parce qu'on a plus d'expérience et on estime qu'on sait comment le faire, quoi. Après, en termes de finances, il faut que les mairies, elles mettent plus parce que si on garde le budget de Thionville, le budget du TFOC, mais qu'on a plus de travail, ça va être pareil. Donc, on ne va pas se développer si on est pareil. Donc, Priscilla, tu es dans 2 clubs, les mairies, elles doivent mettre plus d'argent pour pouvoir passer un cap. Enfin, je suis pas dans un problème d'argent là où je suis. Hein. C'est plus, ils ont peur de perdre leurs joueurs, hein, surtout. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un gros pôle féminin et un pôle masculin. À monter sur de la N2, un club N2 féminine, enfin, il y a un club masculin, je suis sûre, mais c'est les présidents, ils ont peur. C'est tout. Après, quand je dis argent, c'est pas forcément pour les joueurs. Hein. C'est argent pour avoir un entraîneur qui va aller dans la section sportive, qui va peut-être faire l'intervention scolaire, section sportive dans un collège,
et qui va amener des jeunes et qui vont pouvoir renouveler et qui vont arrêter tes dirigeants comme ça, ils n'auront pas peur de dire on va perdre des joueurs parce que si tu as la relève derrière, ça va aller. Je suis moi-même salarié dans les deux clubs et donc je sais qu'ils investissent sur les entraîneurs. Ouais. C'est la peur de perdre les joueurs, de toute façon. Et si tu as 2 ou 3 arguments, je peux leur donner après le déconfinement pour essayer de mettre ça en place. Pour moi, en fait, s'ils ont peur de perdre les joueurs, déjà, c'est qu'ils ne sont pas dans la bonne démarche. Parce que si ton club il se développe, soit tu perds les joueurs parce qu'ils sont plus au niveau, mais comme tu te développes, tu vas en attirer d'autres. Alors, je ne sais pas exactement où, dans la région où tu es, et je connais pas le contexte, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs ou non, et tout ça. Mais par exemple, je le cache pas, hein, je suis en Vendée, et on a l'exemple du VBN en féminin et Nantes-Rosé en masculin, par exemple. Alors moi, j'aimerais bien le faire à plus petite échelle. Ouais. Commencer déjà plus bas, en fait. Ouais. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que de toute façon, ils vont perdre des joueurs si le club ne bouge pas aussi, peut-être. Parce que tu as des joueurs qui vont avoir envie d'aller plus haut. Donc, pour moi, il faut se développer et il faut réussir à amener de façon du sang neuf sur les équipes. Donc, soit tu arrives à attirer d'autres personnes qui vont faire un peu de route, soit tu vas attirer les déçus de certains clubs aussi, et ça va t'amener du sang neuf, mais ça fait partie du jeu de perdre des joueurs, d'en gagner, c'est comme ça. Nous, par exemple, le gros souci qu'on a dans ma région, c'est que potentiellement, quand tu as un petit niveau, tu as le Luxembourg qui est juste à côté, et le Luxembourg, ils peuvent te mettre beaucoup d'argent sur les joueurs ou joueuses. Et comme c'est un petit pays, tu joues à 1 heure de route. Alors qu'en National 2, nous, on a déjà été à Évreux jouer. Donc, Terville, c'est à côté de Metz, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tu fais Metz-Évreux dans la journée. Alors que tu passes la frontière qui est à 20 minutes de route, tu peux. Donc, c'est d'autres contraintes. Et chaque territoire a des gros soucis, quoi. Sauf Paris où c'est la fête, Paris. C'est Paris, quoi. Ouais. Et le problème, c'est souvent de réussir à développer ta base, en fait. Enfin, nous c'est pareil, c'est plein de petits clubs, les uns à côté des autres, avec des gardes cochers comme pas possible. Le seul truc, c'est que tant qu'on ne réussit pas à travailler sur notre base et à avoir de la quantité, effectivement, un joueur qui part, c'est significatif. Donc, du coup, on a peur de les laisser partir parce qu'en plus, on est quand même sur des catégories, nous, assez jeunes. Donc, s'il y en a un qui part, son copain, il va partir, et son copain, etc. Il y en a des phénomènes comme ça de déplacement. Après, effectivement, il faut faire abstraction. Alors, on ne le fait pas au départ, mais une fois qu'on a fait abstraction de ça et qu'on travaille vraiment sur la base, ça devient un peu plus facile à gérer. Enfin, de mon point de vue à moi. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, je parle beaucoup d'argent. C'est avoir des entraîneurs pour faire les interventions scolaires. Pour moi, c'est vraiment la base. Il faut qu'on arrive à attirer plus de gamins et on doit faire ce travail par les interventions scolaires parce que quand tu arrives en CE2, tous les gamins ont déjà vu un match de foot, mais il y en a combien qui ont vu un match de volley? Il n'y en a pas beaucoup. Sauf s'il y a le grand frère, la grande sœur, les parents qui font du volley. On ne passe pas assez à la télé pour se priver de cette base-là. Après, sur le départ des jeunes, nous, on l'a vécu. Hein. On a vécu le départ de certaines filles dans le club voisin qui ont beaucoup aidé le club voisin à être championne de France dans des catégories jeunes. Mais une fois qu'elles veulent passer un cap, en fait, elles reviennent. Donc, pour nous, on a accepté ce jeu de dire il va y avoir des départs, mais il va y avoir des arrivées aussi. Donc, il y a des années où c'est plus dur que d'autres.
Il y a des années où ça va plus dans un sens que l'autre, mais c'est le jeu. Et pour moi, surtout, dans ce jeu, c'est augmenter les frais de mutation et qu'il y ait une part qui revienne au club formateur. Si demain tu as 10 gamins qui mutent, mais que, alors 10 gamins pas dans la même catégorie, sinon oui c'est compliqué, mais si dans ton club tu as 10 gamins qui mutent, tu vas peut-être faire le choix d'être un club formateur, ce que je disais au début, et tu auras tout ce travail de formation qui sera récompensé par l'argent des mutations. En Serbie, il y a des entraîneurs jeunes qui touchent plus d'argent que des entraîneurs pros. Parce que ils ont un système où il y a des frais de transfert et il y a des clubs serbes qui ont choisi pour gagner de l'argent de faire de la formation. Donc c'est le problème du volley, c'est un peu le modèle économique, c'est que on est dans un modèle économique de crevard, quoi. Si demain tu récupères un petit peu d'argent sur tes mutations, tu seras déçu de perdre tes gamins, mais tu verras le bon côté de récupérer un peu d'argent. Chez vous, c'est comment, du coup, en termes de jeunes parce qu'avec une pro, ça a forcément des incidences en termes de jeunes sur les engagements Coupe de France, etc. Vous êtes dans cet objectif-là ou pas du tout, et c'est plutôt la pro d'abord et finalement le secteur jeune un peu moins? Alors, nous sur ça, et encore plus maintenant que moi je suis arrivé à la tête de l'équipe pro, c'est que on a choisi de ne pas oublier le secteur amateur, mais on sait aussi que le secteur amateur, il vit grâce au secteur pro. Ça veut dire qu'en termes de subventions, le secteur pro nous ramène assez d'argent pour salarier 2 personnes sur l'amateur. Et on aimerait passer à 3 l'année prochaine. Donc il y a tous ces investissements sur l'amateur. Comme je te disais, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est les interventions scolaires. Moi, je suis arrivé au club. Là, j'ai réussi à attirer des gamines. Les gamines, elles ont fait ramasseuse de balles. Et maintenant, elles arrivent en M15, M17, mais elles sont toujours dans les tribunes parce que pour elles, l'image, c'est que moi, j'entraîne des pros et que potentiellement, grâce aux entraînements que j'ai faits, elles vont peut-être réussir à arriver en pro, quoi. Donc, pour moi, le secteur amateur est super important et c'est vraiment important de ne pas oublier ça, quoi. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ton pourcentage de jeunes qui peuvent arriver sur la pro, à peu près? C'est 0, non, alors je t'avouerai que c'est pas l'objectif de ramener une joueuse en pro. Nous, l'objectif, c'est de ramener les joueuses en N2 et que la N2 puisse alimenter la pro. C'est un rêve, mais ça demande des critères physiques qui sont tellement énormes que c'est vraiment compliqué de se dire qu'on va réussir. Alors, je pourrais te dire que des libéraux, je pourrais en avoir 10 qui viennent du club. Par contre, une centrale à un niveau pro, c'est quasi impossible. Dans notre coin. Après, ça ne veut pas dire que… Ouais, donc tu es essentiellement sur des caractéristiques physiques de joueuses, quoi. La réalité sur la pro, c'est que c'est le physique qui… On a beau dire tout ce qu'on veut, hein. Pendant très longtemps, le choix de la Fédé, c'était de dire que une grande, on va peut-être lui apprendre à faire des choses, et une petite, on peut pas lui apprendre à grandir, quoi. Ouais. Donc, tu peux avoir des petites, hein. Nous, la deuxième libéraux de la pro, ça va être une joueuse qui n'est pas issue de notre club, qui est issue du club voisin, mais qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui a intégré le centre de formation, et là, elle va être deuxième libéraux de l'équipe pro. Maintenant, son temps de jeu réel, il va être proche de 0, quoi. Ouais. Attention, c'était une passeuse avant, et là, comme elle est petite, on lui a dit que si elle voulait aller plus haut,
Il fallait que ça soit une libéraux. Quand j'étais en élite, elle m'a dépanné sur 2 matchs hein, quand même. C'est quoi, petite? Elle ne va pas regarder la conférence, mais je crois qu'elle est à 1,64. D'accord. Et en dessous de quelle taille tu penses que la pro, c'est pas possible? Alors, il n'y a pas forcément de taille, mais je pense plus, après, c'est des qualités physiques. Cette année, sur les Recep 4, par exemple, j'avais 3 types totalement différents. J'avais une qui faisait 1,90, une qui faisait 1,85 et une qui fait 1,79. 80. Celle qui a joué le plus, c'est celle qui fait 1,79 et 1,85. 1,90, elle a quasiment pas joué. Ouais, parce qu'après, la détente, etc., je suppose qu'il rentre C'est en compte. ça, ouais. Puis le déplacement, ça dépend le style de jeu que tu veux avoir. Moi, j'aime beaucoup qu'on soit fort en défense. Celle qui faisait 1,90, pour moi, dans ma logique, quand je l'ai recrutée, c'était pour faire peut-être le deuxième pointu. Donc, bon, Ok. c'est un petit peu. Tu fais des choix, tu fais des paris. Après encore une fois, hein, je pense que sur les filles jusqu'en N2, avec leur technique, il n'y a pas besoin de beaucoup de physique en filles jusqu'à la N2. En garçon, je pense que déjà, passer sur de la N2, il faut déjà avoir des belles qualités physiques. C'est pas un peu complexe, justement, tu vois, quand on parle de développer le club, d'avoir cette limite physique quand tu vas aller chercher des jeunes. Et tu as toujours une identification pardon, par rapport au match que tu peux voir en équipe de France ou surtout le club pro de ta région. Le fait qu'elles se disent, bah, moi, de toute façon, je ne dépasserai jamais 1,60 m parce que mes parents sont nains, c'est un peu plus compliqué pour elles de se dire, bah, je vais aller au volley plutôt que d'aller sur un autre sport où elles pensent qu'elles peuvent performer peut-être au plus haut niveau. Bah, nous, c'est le choix qu'on a fait, hein, c'est de dire que tu as la pro pour répondre aux envies d'être professionnel. Tu as la N2, parce que nous, on avait quand même pro, N2, N3, prénat et loisirs. Donc, en fait, on peut répondre à quasiment toutes les demandes des joueuses. Ouais, okay. Donc, ça, c'est notre avantage. Après, ça c'est un problème parce que quand tu es entraîneur de la pro et que la N3, elle coûte 15 ou 20 000 euros à l'année avec les déplacements, les frais d'engagement, d'arbitrage, le matos, blablabla, que ça te coûte un entraîneur, c'est des choix. Moi, cette année, j'avais le choix d'avoir soit plus d'argent pour le recrutement, soit de prendre un entraîneur en plus. Je fais le choix de prendre un entraîneur en plus. Alors, est-ce que tous les entraîneurs pro feront ce choix? Je ne pense pas. C'est le défaut d'avoir un entraîneur pro qui est issu du club et qui a fait ce métier avant. Ouais, je comprends. Romain, j'aimerais vous poser une question. Oui. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est comment vous gérez, vous, par exemple, les jeunes de formation de votre club qui arrivent à un certain niveau, qui souhaiteraient intégrer des équipes 1. Donc, nous avons une équipe en N2, N3, masculin et féminin, mais ils n'ont pas de niveau. Par contre, les parents sont extrêmement, soit salariés du club, soit extrêmement impliqués en termes de comité ou dirigeants. Comment gérer les parents qui vous presque imposent le fait que leurs gamins, tellement ils ont investi au sein du club, méritent jouer dans des équipes premières? Alors, pour moi, est-ce que c'est vraiment la cata ou est-ce qu'ils peuvent s'entraîner avec l'équipe première? Déjà, si tu as un peu l'entraînement, tu vas peut-être un petit peu répondre à leurs attentes. Et surtout, le gamin, tu peux peut-être aussi le décourager entre guillemets, de te forcer à jouer parce que s'il voit qu'il n'a pas le niveau, peut-être que lui, il va avoir peur de ça. Et après, moi, je comprends tout à fait la contrainte. C'est est-ce que tu peux réussir à donner un petit peu de temps de jeu en fin de saison sur des matchs? C'est très compliqué.
Mais après, c'est le problème. Une fois de plus, on revient aux valeurs du club et te dire tu risques de perdre des personnes. Est-ce que ça vaut le coup de les perdre, oui ou non? Ben, non. Et déjà, les jeunes dont je parle sans nommer, ben, ils s'entraînent déjà avec l'équipe 1. Et donc, Ouais. on voit bien que certains n'ont pas de niveau. Ouais. Alors, le problème, c'est que voilà, les parents sont vraiment impliqués au sein du club. Et quand on leur dit, mais le gamin n'a pas de niveau, Ils ben, veulent pas l'entendre. Compliqué, vraiment compliqué. On estime aussi qu'il sort de notre formation. Donc, en quelque part, c'est notre fierté en soi. Sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, N2 masculin, ça requiert vraiment des qualités physiques importantes. Le niveau est très élevé. Ce n'est pas comme un N2 féminine ou N3 féminine. Et voilà, on est vraiment en impasse. On n'arrive pas nécessairement à gérer, sauf de refuser et du fait qu'on va les perdre. Ouais. Et quel est l'objectif du club sur la N2? Le N2, on est sur un projet de maintien. De maintien. Donc, Oui. oui, tous les matchs sont importants en plus. Oui. Pour moi, mais c'est compliqué, j'essaierais de le décourager. J'essaierais de le décourager à l'entraînement, dans le sens où, par des exos, j'essaierais de faire comprendre d'abord aux gamins par rapport aux parents. Après, si c'est possible, essayer de le décourager dans les matchs amicaux ou dans les matchs officiels. Et après, je pense qu'il faut être clair avec les parents, leur dire voilà, regarde le joueur qui joue sur le même poste que lui, regarde les qualités qu'il a. Voilà sur quoi ton gamin il doit arriver pour prétendre à jouer. Mais j'ai conscience que c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il faut réussir à faire comprendre aux gens que le niveau pour jouer, et encore plus en N2 garçon, voilà, si le gamin il l'a pas, il l'a pas, quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous rejoins, Leslie. Voilà, c'était ma question. C'était sur moi. C'est moi l'entraîneur N2. Ah. J'ai parlé pas. Non, mais j'arrivais à point. Mais bon, c'est assez compliqué, comme tu dis, Romain. Voilà, on essaie d'expliquer les choses, voilà, comme tel que tu le dis. Hein, mais le problème, comme Leslie l'a dit, c'est ces joueurs-là qui sont issus de la formation. Et pour certains parents, c'est un peu la fierté du club. Mais ils oublient qu'il y a des enjeux. Il y a le niveau N2, comme les disait, c'est un niveau assez physique où il faut avoir des profils des joueurs assez intéressants. Bon, voilà. On essaie d'expliquer, mais bon. Le gros souci pour moi, c'est que il y a un jour où potentiellement tu vas avoir besoin du gamin, ou parce que tu vas être sur un creux de génération, parce que tu vas pas réussir à attirer les joueurs qu'il te faut, et tu vas devoir. Donc, bien sûr. C'est vraiment soit trouver la solution et te faire comprendre aux gamins en premier et aux parents en deuxième. Ou sinon, il faut. C'est triste, mais il faut s'en séparer, quoi. En plus, on a une N3. Hein. On a une N3 et une N2. Ouais, non, mais moi, je sais que, parce qu'on l'avait, la N2, la N3, chez les filles, ça allait pas. Il y avait celles soit qui acceptaient la concurrence, soit celles qui acceptaient pas. Et c'est vraiment compliqué. Oui. Mais il faut réussir à leur faire comprendre. Après, est-ce que les parents, vous avez vraiment besoin d'eux au comité, ou... Si c'est le chef d'entreprise qui met 1 million d'euros, vous êtes obligé, un gamin, il faut jouer avec et construire l'équipe par rapport à lui. Hein. Oui, mais justement, en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on a une génération masculine qui arrive avec des parents extrêmement impliqués au sein du club.
dont on va dire quasi le bio restreint du club est influencé par ses parents, puisque leurs gamins sont issus du club. Et que, bon, oui, ça, on ne peut pas s'en passer. Ils sont vraiment empruntés. Donc, c'est ça, en fait, de trouver le juste milieu entre ne pas décourager tellement de gamins pour le perdre. Ouais. Et est-ce que les gamins, ils ont encore une marge de progression ou vous pensez qu'ils sont au taquet ça, c'est Alain à répondre à ça. Je ne peux pas vous dire. Non. Ben, moi j'en ai pu sur le projet cette année intégrer 4 qui avaient, surtout sur la N2, qui avaient le profil. Oui, ils ont une marge de progression, les 4. Mais comme on dit dans la masse, dans la fidélisation de ces jeunes-là, on ne peut pas tous les intégrer. Parce que voilà, il y en a sur les 4, c'est pourquoi tel il joue en N2, pourquoi pas le mien, pourquoi pas. Voilà, c'est des profils, moi, j'ai trouvé intéressants. Ils ont une marge de progression qui pourront évoluer certains ont eu du temps de jeu cette saison sur les 4 que j'ai pu intégrer. Mais voilà, c'est comme on dit, tu donnes la main, il faut le bras, il faut tout, quoi. Voilà, il faut tout injecter ces jeux-là, mais ces vieux-là aussi bon, vieux entre guillemets, ces joueurs qui ont du niveau N2, faut qu'ils partent, mais il y a des enjeux derrière. Moi, j'essaie de faire comprendre que soit on part sur un projet formation, de dire on descend et on fait jouer les jeunes, ou alors on part sur la performance, essayer de maintenir la N2. Et sur ça, il faut des joueurs qui ont un niveau. Là, pour moi, en plus, il y a un autre souci, c'est que si ta N2, elle descend, ta N3, elle descend. Bien sûr. C'est oui. ça le gros souci. C'est l'ascension, c'est ça. Donc, c'est ça le gros souci. On est bien d'accord. Pour moi, c'est déjà, est-ce que les gamins, ils vont vraiment rester au club, je sais pas, 5 ans, 6 ans, ou est-ce qu'ils sont en première, ils vont rester 2 ans encore jusqu'à la terminale, et après la terminale, ils vont se barrer à droite, à gauche. S'ils ne sont pas capables de s'investir sur un projet à long terme, moi, je pense que, il faut être prêt à se séparer de ces gamins-là et malheureusement des parents. Parce que les parents viennent dans un but de consommation pour leurs gamins. Donc, c'est très gentil et c'est très bien que les parents s'investissent pour leurs gamins. Mais il faut leur faire comprendre que c'est pas le club de 5, 6, 10 personnes, c'est le club d'une centaine de personnes et qu'il faut… Pour moi, la réponse, c'est ça, c'est de dire est-ce que les gamins, ils vont rester là longtemps? Si c'est oui, après, il faut juger de dire est-ce qu'on peut sur 2 saisons, par exemple, dire une saison, ils font le banc, une saison, on commence à les mettre sur le terrain et peut-être la 3e saison, c'est eux qui sont sur le terrain. Mais déjà, là, tu vois, on parle de 3 ans, quoi. Bien on sûr. parle de 3 ans où on espère que, 1, les gamins vont avoir le niveau, 2, qu'ils vont rester. Et après, il faudra quand même de la masse derrière pour alimenter encore cette équipe. Alimenter, c'est ça. De toute façon, parmi les 4 que j'ai intégrés, il y en a 3 qui resteront parce que c'est toujours ça le souci. Sur Niort, on a un bassin où… c'est Niort, c'est pour ça il y a Rose aussi. Ben oui, il y a… Oui, Romain, c'est moi. Eh oui, il y a Bianca qui vient de chez nous. Oui, c'est ça. Balanescu. C'est ça. Non, et vous avez un jeune qui est en équipe de France, non? Anatole? Ouais, je crois, ouais. Ouais, il n'est pas un 2, il est au CNVB, lui. Ouais. Mais non, je suis un petit peu quand même. Là, mais vous, le problème, c'est je pense qu'au niveau du territoire, si je ne me trompe pas, vous êtes un petit peu seul. On est seul et en plus par rapport aux jeunes pour les fidéliser les villes universitaires, la plus proche c'est Poitiers, c'est La Rochelle, donc ils partent après le bac, quoi. C'est la problématique aussi. Bon, à Poitiers encore on peut arriver à les fidéliser parce que voilà, c'est pas très loin, c'est vite fait, mais pour moi, pour vous, le souci c'est qu'il faut avoir une base qui est vraiment performante et réussir à alimenter les équipes tout le temps avec cette base.
mais c'est un travail qui est super dur parce que, il faut attirer les gamins, il faut qu'ils soient bons, et deux, tu sais que tu vas les perdre. Donc, c'est vraiment dur. Et après, bah, vous avez connu le niveau élite en filles. Voilà, est-ce que c'est un niveau qui répond pas un petit peu plus à vos attentes? Parce que avec ce niveau-là, comme tu as pas de problème, tu as moins de problèmes de mutation, tu peux faire venir des gens de l'étranger, cette base que tu vas peut-être réussir à avoir club, tu vas pouvoir la faire venir la faire vivre avec des joueurs étrangers, quoi, ou joueuses étrangères. Ouais, le problème, ça s'est vérifié chez les filles, sur le secteur féminin, hein, c'est celui-là. Il peut se poser chez les garçons là. C'est qu'en élite, on a fait en 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, on a fait l'ascenseur et on a un 3. Et on n'avait pas les joueuses de qualité qui pouvaient évoluer à ces niveaux sur des recrutements. Et il fallait composer avec des jeunes. Et les mamans. Voilà, et des mamans. Et puis voilà. On ne peut pas comprendre qu'à un niveau sur la DEF, c'est quand même la performance, quoi. Donc, on a fait l'ascenseur et voilà. La DEF c'est encore pire. Alors pour l'avoir vécu, et j'ai eu la chance de la gagner, c'est pire parce qu'en fait, tu as toutes les contraintes de la pro et tu as toutes les contraintes de la partie fédérale. Et par exemple, tu descends de DEF, bah, tu as le droit à 3 mutés, mais comme tu as pris des joueuses qui viennent à droite ou à gauche, ces joueuses-là, elles repartent et c'est tout à fait normal. Bon, tu as de la chance, tu en as qui restent, comme Bianca, mais c'est vraiment un choix qui est vraiment très dur au niveau politique parce que si tu n'arrives pas à te maintenir en DEF, tu vas perdre, et si tu n'as pas ta base de joueurs qui restent fidèle à ton club, tu redescends direct. Nous, dans notre secteur, tu as la Constantia à Strasbourg qui est montée N3, N2 DEF et qui ne se sont pas maintenus en DEF et ils sont repartis en prénat. Hein. Et parce que tout ce qui était finance ne permettait pas de pouvoir attirer les joueuses et de pouvoir avoir ce socle qui permet de te maintenir. Après, nous, l'ascenseur, on l'a connu avec la pro, donc c'est encore différent. Mais on a fait beaucoup l'ascenseur avec la pro. Ça nous a posé des problèmes au niveau de notre club parce que quand tu montes un centre de formation, ce qu'on a fait, qui a été validé, mais comme on n'était pas maintenu en pro, et ben on a perdu l'agrément du centre de formation parce que c'était la première année. La première année, il faut que tu te maintiennes. Et ben là, on est reparti après sur 2 années galères parce qu'on avait fait le choix d'investir sur un entraîneur, que ce choix, il était payant si on était en pro avec le centre de formation. Et que voilà, comme on n'est pas remonté directement l'année d'après, bah, il y a eu un poste qui a sauté, quoi, l'entraîneur. Donc, pour vous, je pense qu'il faut voir si les gamins ils vont rester. Il faut voir si les gamins peuvent être accompagnés de bons joueurs. Est-ce que sur une année de transition, ils peuvent acquérir le niveau? La haine de garçons, c'est compliqué, la haine de garçons, parce qu'il commence à y avoir des vrais salaires sur les équipes qui veulent monter en élite. Cette année, on est tombé sur les poules où il y a eu des CFC. C'était, ça joue, c'est assez costaud, quoi. Ah ouais, bah, quand tu prends les CFC de club pro, bon, sur ça, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'en garçon, il faudrait un championnat des CFC. En filles, on n'est pas prêt. Mais en garçon, je pense que moi je suis un petit peu le volley garçon dans mon coin. Je sais que quand ils prennent Tourcoing, c'est compliqué parce que Tourcoing, des fois, il y a les jeunes qui vont avec la pro, des fois, ils n'y vont pas. Donc, ça fausse un petit peu le jeu en garçon. Voilà. En fille, il y a beaucoup moins. Une joueuse qui est réservée pour la pro, c'est beaucoup plus rare qu'elle descende avec le CFC. Didier, je pense que tu vas être d'accord avec moi.
sauf quand le CFC il doit monter de N3 en N2 et là clairement il monte parce qu'il a décidé de monter. C'est ce qu'on a fait avec Mulhouse, ouais. Ouais. Mais en N2, le club en N2, moi, il y avait juste, l'année dernière, par exemple, il y avait juste la deuxième libéro qui était titulaire en fait avec la N2 et qui faisait les matchs avec la pro. Donc, elle a raté un ou deux matchs, je crois. Et donc, ça n'a pas faussé le championnat par rapport à l'équipe qui était en place, quoi. Non, je trouve que ouais, chez les filles, contrairement chez les garçons, il y a quand même moins de mouvements. C'est-à-dire que les jeunes de CFC qui sont un club pro, s'ils doublent avec le N2 ou N2, généralement, ils le font sur de la durée de la saison. C'est moins aléatoire. C'est vrai que chez les garçons, tu peux avoir une équipe au niveau élite comme une équipe battable N3 en fonction de quand tu les joues. Donc, Et pour répondre à votre question, Agnor, il n'y a pas d'autres clubs proches de vous sur qui s'appuyer et essayer de vous développer? Non. Mais nous, on domine ici en jeune, ben non. c'est No Man's Land. Non. Et on a Poitiers et La Rochelle, mais on reste. On ne va pas fusionner, ce n'est pas possible d'envisager une fusion. C'est pas comme, par exemple, à Nancy, il y a Villers de Nancy qui pourrait fusionner avec Nancy. C'est ça logique. Je ne sais pas si ça s'est passé, mais… En fait, Villers de Nancy, avant, ils étaient en N2, mais maintenant, ils sont en prénat. Oui, ils sont carrément… Oui, le club a explosé. Ouais. Ils remontent à N3, je crois. Oui. Ils étaient en N3. N2, ils ont descendu en prénat. J'y étais… Mais tu vois, là, on en revient un petit peu à ce que moi je disais, c'était de dire si vous, New York, par exemple, vous arrivez à être le club phare dans un secteur, il faudrait qu'au niveau obligation de la Fédé, tu vois, qu'il y ait un club support, un club phare. Je trouve que ça peut être peut-être une bonne réponse et que la formation dans ces deux clubs puisse peut-être attirer à avoir plus de jeunes issus de la formation des deux clubs, ça serait l'idéal. Moi, l'exemple, il est simple. Hein, j'ai fait une formation à Clermont Rugby. Et en fait, Clermont Rugby, eux, ils ont l'équipe pro, le CFC, et ils n'ont pas d'autres équipes seniors. Et donc, alors c'est d'autres finances, hein, on est d'accord, mais le CFC, ça s'arrête aussi à 22-23 ans au rugby. Et donc, tous les gamins qui sortent du CFC, soit ils ont un contrat pro, et ils sont avec Clermont, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Soit ils restent dans la région et ils alimentent tous les clubs des alentours. Parce qu'en amont, il y a Clermont qui met des salariés à former les gamins dans les autres clubs. Ils ont un système de double licence. Tu peux jouer une semaine avec ton club, une semaine, si tu as été détecté, tu peux aller jouer avec Clermont. Donc, il y a tout un système que moi, je trouve super et qui arrête un peu cette guéguerre de clocher. Parce que si ton gamin il entre au centre de formation de Clermont Rugby, bon, il y a un tel niveau que ton club ne pourra pas rivaliser. Mais comme à l'issue du centre de formation, il n'y a pas cette concurrence avec un club pro, et ben le travail, peut-être que le jeune tu le perds pendant 2-3 ans, et potentiellement après, ce jeune-là, tu peux le récupérer mieux formé, qui a vécu d'autres choses et qui va peut-être t'amener à ton groupe. Donc, bon, après, ça, c'est les gardes-clochers et c'est les règles au niveau fédéral qu'il faudrait changer, quoi. Il y a juste une question de Mohamed qui concerne comment développer le club au niveau international. Je pourrais pas répondre parce que pour moi en France on n'a pas le niveau. Moi je reçois des invitations des fois de clubs sur des tournois. Alors je parle pas du Luxembourg ou de la Belgique, c'est proche de chez moi, mais en Pologne et tout. Rien qu'aller faire un tournoi amical en Pologne, pour moi c'est hors budget, quoi. Donc c'est un vrai problème. Et là, c'est Coupe d'Europe. Il faut réussir à être fort en Coupe d'Europe.
Il faut réussir à avoir des internationaux. C'est tout ça pour moi. Après, il y a beaucoup de clubs en Italie qui des fois font des invitations pour faire des gros tournois et tout, mais on en revient à une question de budget, quoi. C'est une question humaine, quoi. Si toi tu veux faire un tournoi, inviter des équipes d'autres pays, la gestion humaine, c'est pire qu'une Coupe de France, quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu, Mohamed. Oui, merci. Vous avez d'autres questions ou on arrête là? Là, Romain, j'ai une question. Vas-y, Rose. Ouais, par rapport à un président de club, quel est comment je vais dire, le président, juste quelle est la limite en fait de son rôle dans une équipe par rapport à comment dire, un recrutement? C'est très, très, très compliqué comme question. Déjà, il faut connaître ton président. Est-ce qu'il a un passé de joueur, d'entraîneur? Est-ce qu'il connaît tout ça ou non, en fait? Le mien, il a été entraîneur, donc il sait de quoi il parle et il fait partie de la cellule de recrutement. Il fait partie de la cellule de recrutement, pas seulement au niveau de l'argent, il fait partie de la cellule de recrutement aussi dans le choix technique de la joueuse. Mais c'est parce qu'il a des connaissances. Je t'avoue très franchement que s'il n'avait pas de connaissances, merci. S'il n'avait pas de connaissances, ça serait compliqué pour moi qu'ils me disent non à une joueuse ou voilà quoi. Là, ce qui est bien avec celui que j'ai, c'est qu'actuellement, il peut me dire voilà, celle-là, j'aime pas. J'ai vu que quand elle recule, à chaque fois, elle est en difficulté. Voilà, il sait de quoi il parle. S'il ne sait pas de quoi il parle, je pense que l'entraîneur, il doit avoir la main. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre boss, quoi. Donc, ah oui, c'est ça le truc, quoi. Il faut trouver les mots qui vont avec. C'est ça. Donc, de toute façon, on est sur de l'humain, c'est toujours compliqué l'humain. Il faut que lui soit content, il faut qu'il puisse recruter la joueuse. Est-ce que tu n'arrives pas à lui amener une joueuse que toi tu préfères? Comment tu lui présentes, tu vois? C'est toujours pareil, quoi. Et après, moi j'ai la chance que mon président me laisse un petit peu tranquille parce que j'ai réussi à tous les objectifs qu'on a, j'ai réussi à chaque fois à les remplir. Donc, quand tu arrives à remplir les objectifs, c'est toujours plus simple. Donc, peut-être lui demander quels sont les objectifs. Est-ce que les objectifs ils sont réalisables? Parce que si le mec demain il te dit il faut monter en élite avec 3 cacahuètes, c'est impossible, tu vois. Et voir si la politique du club elle est cohérente avec les objectifs du club. D'accord. Pas facile. Ah, c'est pas facile et c'est savoir pourquoi le président il fait ça. Est-ce que c'est lui qui a monté le club? Est-ce qu'il est arrivé par hasard? Est-ce qu'il met de l'argent dans le club? Est-ce qu'il est là pour sa fille, pour son fils? Tu vois, t'en reviens toujours à ça, quoi. S'il a des connaissances, pour moi, il faut l'intégrer dans les décisions. S'il n'a pas de connaissances, il faut réussir à lui faire comprendre que c'est toi qui maîtrises le terrain et que c'est toi qui fais les choix. Après, le problème de ça, c'est qu'il ne faut pas te tromper sur tes choix. Le problème, c'est qu'à un certain niveau, les choix sont aussi limités au budget. On est d'accord. Et le budget, c'est le nerf de la guerre. C'est le président qui a le thé. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut bien gérer les objectifs du club. Et que si demain, parce que toi tu l'as vécu, tu montes en élite, tu sais les erreurs qui ont été faites à l'époque, et le budget, ça fait partie des erreurs peut-être à l'époque.
de dire voilà, écoute, on est monté il y a X années avec ce budget-là, ça nous a pas suffi. Si on remonte avec le même budget, on sait qu'on va descendre. Donc ça, il faut intégrer cette partie d'échec. Et dans ce cas-là, de dire voilà, est-ce qu'on part avec ces objectifs-là, formation, faire découvrir à des gamines l'élite, ou est-ce qu'on part avec un objectif de maintien? Et dans ce cas-là, il faut être clair, de dire voilà, non, pour se maintenir par rapport à notre territoire, ça veut dire qu'on va devoir recruter des joueuses. Recruter des joueuses, ça veut dire les loger, donc ça veut dire des dépenses en plus. Donc voilà, il faut. Pour ça, nous, c'est simple. Moi, j'ai changé un petit peu la façon de recruter. Avant, on ne recrutait pas avec une enveloppe claire. On recrutait un peu au profil que les agents voulaient bien nous donner, tu vois. Quand je suis arrivé à la tête de l'élite, j'ai changé ça et j'ai dit, c'est un choix tout bête, hein, mais j'ai dit qu'on va prendre une jeune libéraux et que cette libéraux-là, on va très bien l'encadrer. Donc, on va mettre moins d'argent sur la libéraux, mais on va en mettre plus sur les réceptes 4. Au lieu d'en mettre un petit peu sur les réceptes 4, un petit peu sur la libéraux. D'accord. J'ai eu de la chance, la libéraux, elle a tenu. Si ta libéraux, elle est ciblée et que tu n'as pas de solution, c'est fini, quoi. Ton choix, il n'était pas bon, et puis basta. D'accord. Et dans ton club, c'est un exemple par rapport à ton club, un haut niveau, quoi, le haut niveau. Donc, par rapport au haut niveau, tu as un budget recrutement ou bien tu as comment ça se passe au niveau de l'organisation du recrutement vis-à-vis du club? Alors, là, j'essaye de tout changer au club, mais ça prend un petit peu de temps. Moi, j'essaye de partir du budget global du club et de faire des enveloppes. Donc, une enveloppe recrutement, une enveloppe investissement, une enveloppe salarié. Et par rapport à ça, tu vois, de dire l'équipe pro, bah, c'est X euros, et ben on reste dans ce budget-là. Donc après, dans le budget, bah, tu choisis, soit tu prends, je schématise, hein, soit tu prends 10 joueuses qui peuvent jouer, soit tu prends 7 joueuses qui peuvent jouer, et à côté, tu as des joueuses de complément. Voilà. Pour l'instant, sur ça, moi, j'ai pas eu, j'ai pas de vérité. On a réussi à monter avec plutôt un set fort et des remplaçantes qui pouvaient jouer quand même, quoi. On n'a pas pris des remplaçantes qui n'étaient pas au niveau. Mais je pense là à un truc, là. Notre deuxième libéraux, par exemple, pour l'année prochaine, on lui a dit voilà, nous on veut bien te garder au centre de formation, mais pour toi il faut que tu partes, il faut que tu joues. Donc on lui a dit en gros tu as 2 mois pour te trouver un club. Si au bout des 2 mois tu n'as pas trouvé de club, bah, sache qu'il y a une place au TFOP pour toi, mais nous notre volonté c'était qu'elle parte et qu'elle joue. Mais il faut accepter ça, quoi. De perdre des joueuses et d'en gagner. Après, ça dépend de ton territoire et ça dépend de ton niveau. D'accord. OK. Et est-ce qu'il y a une équité entre les équipes? Une équité, c'est-à-dire tu es dans un club où il y a les niveaux, National 2, National 3, Régio, tous les niveaux. Est-ce qu'il doit y avoir une équité? Qu'est-ce que toi tu penses de l'équité en termes de matériel, par exemple, équipement, tout ça? Tu penses à quoi, toi? C'est une question. Alors nous, sur tout le matos, tous les entraîneurs peuvent se servir de tout le matos. L'année prochaine, par exemple, on va acheter une machine à ballon. Moi, je suis pour qu'on puisse s'en servir avec toutes les équipes. Après, ça veut dire que les entraîneurs, moi, je demande à ce que les ballons ils soient comptés pour qu'on sache combien il y a de ballons et pas qu'on en perde. Et donc, c'est forcément, tu as une certaine rigueur qui pousse à ça, quoi. Mais comme ça, l'investissement qu'on va faire plus sur la pro, il va bénéficier à tout le monde.
Après, il y a quand même des choses où, pour moi, il faut récompenser les filles qui sont en N2, par exemple. Nous, on a le problème de ça, c'est que la N2, c'est très bien, mais nous, on n'a pas de budget pour la N2. Alors que à l'époque, tu avais Agondange, tu avais Pouilly-Metz et tu avais Thionville qui mettaient de l'argent sur les filles de N2, quoi. Alors, du défraiement, bien sûr, on s'entend. Ouais, bien sûr. Ok, merci Romain. Donc voilà. Donc ouais, tu es obligé de valoriser un peu ceux qui jouent à un meilleur niveau, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ta base. Et il y a des choses qui font plaisir chez les petits, par exemple, ou en grand, ça leur fait pas forcément plaisir. Un t-shirt chez les petits, ça va pas te coûter trop cher. Un t-shirt chez les grands, ils vont te dire paye-moi un resto, je préfère. Et si tu peux payer un resto aux grands et faire les t-shirts pour les petites, tout ton club sera content. D'accord. Donc, il récompense à tous. Et pour fidéliser, je pense que tu es obligé d'oublier personne. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Il y a d'autres questions ou on arrête là? C'est bon pour moi en tout cas. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Bon, bah, j'arrête l'enregistrement. Ok, merci.